Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai décidé de vous parler des supports de transmission et des différents réseaux de communication qu'on peut avoir entre les boîtiers. Alors, je fais ça parce que je vois cette partie-ci parce que c'est une partie assez facile à comprendre à distance. On verra bien après la Toussaint si on peut recommencer à avoir cours en présentiel. C'est pas sûr du tout, mais bon, faire, on va faire comme si. Donc, on va finir la théorie, mais on va commencer par les trucs un petit peu faciles et on ira vers les choses un petit peu plus compliquées à comprendre à distance. Donc, les supports de transmission, ça vous l'avez, je vous l'ai envoyé par WeTransfer. Vous avez donc cette documentation-là, c'est PowerPoint. Donc, d'une manière générale, on peut utiliser plusieurs techniques pour transmettre des informations entre des appareils électroniques. Vous en utilisez tous les jours, simplement avec la télécommande de la télévision, avec une liaison infrarouge qu'il va y avoir entre la télécommande et votre téléviseur. On peut avoir aussi des liaisons infrarouges comme ça entre une porte de garage et sa télécommande. Donc ce sont des liaisons qui sont courantes dans la vie de tous les jours. En automobile, on les a utilisés, mais on utilise quand même moins souvent maintenant. L'infrarouge, c'est vraiment quelque chose qui coûtait vraiment pas cher du tout et qui a été utilisé par Renault assez tard parce que on ne doit pas payer euh, de taxes sur les ondes infrarouges. Par contre, sur des ondes radio ou autres, on doit parfois payer des taxes, comme par exemple sur le Bluetooth. Donc, nous, principalement dans la voiture, on va avoir une liaison qui va se faire par l'intermédiaire de fils de cuivre, voire fils en alu, voire fils d'argent pour les véhicules de compétition, parce que c'est un petit peu plus léger, on peut se permettre d'utiliser des fils un petit peu plus fins et on va avoir une bonne transmission. On a une faible résistance au niveau de l'argent, mais ça coûte plus cher, mais c'est vrai qu'on va gagner quelques kilos sur le faisceau. Alors on a des câbles plats, des câbles coaxiaux, et pour le multiplexage, pour le réseau CAN notamment, on utilise des paires torsadées en fait, une paire de fils torsadés. Pour le réseau MOST, pour la communication entre les systèmes euh, où on va avoir une sono dans la voiture avec un subwoofer, un ampli, une connexion Internet, une connexion DAB+, ou des choses ainsi, on va avoir un réseau MOST avec de la fibre optique. Et on peut avoir aussi des ondes hertziennes, donc comme communication entre des boîtiers, mais dans l'automobile, c'est très rare. C'est surtout au niveau des applications dans la vie de tous les jours qu'on va avoir ce système-là, bien que on utilise beaucoup et cher aux clients, c'est la connexion du GSM avec le Bluetooth vers le système multimédia. Donc, liaison par fil, toujours la plus répandue. On a deux fils, en général, une paire de fils torsadés, donc pour le réseau CAN. Le LIN, lui, le réseau LIN utilise juste un seul fil. Et il s'agit de bus série. Ça veut dire que les informations transitent en série. C'est-à-dire qu'on va avoir des 0 et des 1 qui vont se suivre progressivement. Avant, les imprimantes utilisaient une liaison parallèle où on avait en fait un octet qui était envoyé via euh, 8 câbles en fait. On avait 8 câbles où on avait sur chaque câble un 0 ou un 1 et on envoyait d'un coup comme ça un octet, c'est-à-dire 8, un message avec 8 informations, on va dire 0 et 1. Ce support présente des avantages non négligeables, le fil, encombrement relativement faible, facilité de mise en œuvre, etc. Alors, pourquoi
une paire de fils torsadés. Alors en fait, c'est pour que le champ magnétique créé par le fil ne le perturbe pas lui-même en fait. En fait, on annule les champs électromagnétiques. Donc les deux fils sont en opposition de phase et les deux fils torsadés créent une cage de Faraday naturelle. Donc ils se protègent euh, des, euh, des parasites en quelque sorte. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Donc, on a autre chose. Pourquoi est-ce qu'on utilise deux fils? Ben, parce que on a un fil où on va avoir un saut de tension. Ici en dessous, on voit qu'il y a un saut de tension. Pour faire un zéro, il y a un saut de tension. Et l'autre, pour mettre un zéro, il a une chute de tension. Donc, on voit que il y en a un qui a un saut de tension et l'autre qui a une chute de tension. Si le parasite apparaît, comme on va filtrer ces deux signaux pour n'en faire plus qu'un, on va en fait faire un moins l'autre, si vous voulez. Et si on a une augmentation ici, par exemple, donc on va reprendre le réseau CAN, ici high speed, donc on a 2,5 et 2,5. Donc ici c'est 2,5 et ici c'est 2,5. Celui-ci il monte à 3,5, donc pour faire un 0 il monte à 3,5 et celui-ci pour faire un 0 il descend à 1,5. On fait 3,5 moins 1,5, ça fait 2 volts. Si on a tous les deux qui sont il y a un parasite qui arrive sur tous les deux. Celui-ci, imaginons que ça fait monter la tension à 4,5. Et ici, ça fait monter la tension, au lieu d'avoir 1,5, on a 2,5. Ben, 4,5 moins 2,5, ça fait toujours 2 volts. Donc, le fait d'avoir un système qui va faire une soustraction de un moins l'autre, étant donné que tous les deux sont perturbés exactement de la même façon, puisqu'ils sont côte à côte et qu'ils sont entrelacés, ben, on va avoir tout parasite qui va être supprimé par la soustraction que nous allons faire. Donc voilà, ces deux fils, ça nous permet d'avoir un système qui va être très bien filtré et donc on va avoir très très peu de perturbations sur le signal qui va être réellement utilisé pour savoir si c'est des 0 ou des 1 qui sont envoyés. Alors ici, l'architecture, on a plusieurs architectures dans les livres, dans la documentation, vous verrez ici c'est plutôt avec un nœud en commun. Ici, ils sont placés en fait en série, mais en réalité, ils sont en parallèle, ils sont placés en parallèle. Et ici, on a une arborescence un petit peu plus complexe où on a certainement un réseau ici CAN et peut-être un réseau LIN qui est sur le côté en plus, quoi. Alors, la liaison entre les calculateurs. Donc, les calculateurs en multiplexage CAN, donc en bus CAN, ils sont reliés en parallèle, toujours en parallèle. Comme ça, ils peuvent tous lire les messages qui transitent sur le bus de données. Donc même si on vous donne une architecture comme ceci, on a l'impression qu'ils sont placés en série, en réalité, ils viennent chacun se piquer sur le bus. Celui-ci, c'est encore pire, on dirait vraiment que c'est du série, et on dirait même que le message rentre et que lui doit le recréer pour l'autre, mais non, pas du tout. En fait, la connexion fait qu'on dirait que c'est en série, mais pas du tout. Encore une fois, l'unité de contrôle vient se piquer sur le réseau bus qui est là. Donc, ne vous fiez pas à la connectique ou au schéma
qui sont données par les constructeurs, quand on est en bus CAN, on est toujours branché en parallèle. Donc on n'a pas de série dans ce cas-ci. C'est pour le MOST, la série. On verra le MOST un petit peu plus loin. Le LIN peut être en série aussi, mais alors quand ils sont que deux, c'est en série comme ça, mais bon, voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On a des boîtiers maîtres. En CAN, en tout cas, on n'a que des boîtiers maîtres. Alors, qu'est-ce qu'un boîtier maître? Un boîtier maître, ça veut dire que tout le monde est sur le même piédestal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus fort que d'autres. Donc, ils détiennent tous les privilèges de la communication sur le réseau. Ça veut dire qu'ils peuvent chacun envoyer un message spontanément sur le bus et tout le monde peut recevoir les informations de tout le monde. Donc, ils sont tous maîtres, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Ça, c'est notamment pour le bus CAN. Pour le LIN, on a un boîtier maître et des boîtiers esclaves. Les boîtiers esclaves, ils portent bien leur nom, ils ne peuvent donner un message que pour répondre au boîtier maître, en fait. Donc, ils ne peuvent pas spontanément écrire un message. Ils ne le font que quand on les invite à le faire. Et les boîtiers synchrones, donc, est proche de celui de l'esclave à la différence près qu'ils peuvent émettre une donnée dite prioritaire spontanément. Mais nous, on ne va pas parler des boîtiers synchrones, c'est surtout les boîtiers maîtres, ils sont tous maîtres pour le bus CAN, et il y a un maître et des esclaves pour le système LIN. Donc on voit ici multimètre, et ici on voit maître-esclave, mais on verra ça en mieux. Je n'aime pas trop cette figure-ci, mais bon, retenez que le CAN, c'est en multimètre, et c'est maître et plusieurs esclaves pour le système LIN. Donc imaginons que celui-ci, c'est un boîtier maître, et il y a un réseau LIN ici, un réseau LIN là, un réseau LIN là, et un réseau LIN là. Ça fait 4 réseaux LIN, c'est un peu beaucoup pour un maître, mais bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour réparer ces faisceaux? Donc ça, c'est pas toujours évident. Les lignes de bus donc, sont en fil de cuivre multibrin, et ces lignes peuvent être réparées de façon classique, mais quand même avec un kit de réparation. Il y en a qui préconisent la soudure, il y en a d'autres qui veulent absolument pas qu'il y ait de soudure. On travaille avec des kits de réparation, avec des manchons spéciaux où on va avoir les fils qui vont vraiment être bien mis l'un contre l'autre, mais sans soudure. Les soudures, il y en a qui n'aiment vraiment pas qu'on vienne souder comme ça, parce que, en fait, si on fait une trop grosse boule avec l'étain pour souder, on va avoir une antenne qui va se créer, et on va avoir des petits parasites qui vont arriver plus facilement, parce que la boule de soudure, si elle n'est pas belle, si on n'a pas bien soudé, on va avoir une petite antenne ici. Donc, il faut quand même respecter des précautions, évidemment, débrancher la batterie, ça va de soi. Respecter la longueur des fils avec une tolérance de 5 cm, ça c'est ce qu'ils préconisent. Et il faut reconstituer les torsades. On peut sur 20-30 cm, grand maximum, ne pas torsader le fil. Mais si on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Donc on torsade le fil, donc ça permet d'avoir cette cage de Faraday naturelle dont on parlait tantôt. Alors la liaison par fibre optique, elle est 20 fois plus rapide que la liaison par bus CAN. Donc
la lumière